Oui, bonjour, donc je suis Gaëlle Rio et je suis la directrice du musée de la vie romantique et co-commissaire de l'exposition Héroïne romantique avec Élodie Kuhn. Bonjour, je suis l'adjointe de Gaëlle Rio et je suis co-commissaire de l'exposition Héroïne romantique. Le titre était un titre, qui en tout cas qui fait parler de lui et qui attire les visiteurs, je pense, les visiteurs, les visiteuses et justement, on explicite aussi ce titre dans l'exposition puisque le héroïne, on utilise finalement ce double sens d'héroïne, héroïne en tant que personnage féminin, célèbre pour ses actions, son destin, la force d'un destin, mais aussi héroïne comme un personnage principal, d'une fiction, donc aussi bien dans la littérature que dans le théâtre. Donc on joue vraiment sur ces deux aspects, et peut-être que oui, en effet, ça vient un peu à l'encontre de l'image qu'on pourrait avoir de l'héroïne, une héroïne conquérante, vaillante. Là, on est un petit peu à contre-emploi, on va dire. Ce sont des héroïnes peut-être un peu moins agissantes que celles qu'on attendrait aujourd'hui, ou celles qu'on a peut-être coutume de voir, des héroïnes contemporaines, puissantes, fortes. Et c'est vrai que ça interroge un peu sur la représentation du féminin dans l'imaginaire collectif de l'époque. Donc ça nous intéressait de mettre en avant ce drôle de modèle, ce modèle peut-être un peu ambigu. Mais ce sont aussi quand même des femmes très présentes dans l'imaginaire collectif de l'époque. Les héroïnes qui sont exposées, je pense à Sappho, je pense à Cléopâtre évidemment, mais aussi Héloïse de Héloïse et Abélard, sont des femmes qui sont connues par beaucoup de monde, même des gens qui n'ont pas forcément accès au tableau, connaissent les histoires de ces femmes. Donc ce sont quand même des femmes importantes, mais effectivement avec un destin un petit peu tragique, voire très tragique. Et souvent quand on présente l'exposition, on dit bon, si vous avez un doute sur la fin, dites que ça termine mal, voilà, et vous n'aurez pas forcément tort. Voilà. L'exposition présente 3 parties. Il y a les héroïnes du passé qui appartiennent à l'histoire ou à la mythologie, les héroïnes de papier qui sont en fait des personnages de fiction, et les héroïnes qui sont jouées à l'opéra, notamment. Ça fait beaucoup d'héroïnes romantiques. Oui, tout à fait. C'est vrai que notre souhait était vraiment de présenter une sorte, un peu d'inventaire de ces héroïnes et de trouver aussi un mode de classement pour les présenter, et puis de voir justement aussi quels arts les mettaient en scène. Et c'est vrai que la présence de la littérature, bien sûr, la présence de l'histoire et puis la présence des arts de la scène comme l'opéra, le théâtre, la danse, magnifie aussi cette représentation de l'héroïne. Et aussi le point commun vraiment dans, je dirais un peu le fil conducteur, c'est le drame, et c'est vraiment un ressort de la représentation romantique. Les artistes romantiques se plaisent à représenter des moments dramatiques, et l'héroïne romantique est une héroïne saisie, en tout cas à un instant où c'est le drame, c'est le récit du drame en fait. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur, que ces héroïnes soient historiques, qu'elles aient réellement existé, ou qu'elles soient inventées pour le théâtre ou la littérature. Eh bien, peut-être que le point commun, c'est vraiment qu'elles sont confrontées à un destin tragique. Et le drame, c'est vraiment un ressort du récit romantique. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est le syncrétisme finalement. Il y a des héroïnes qui appartiennent au théâtre, il y a des peintures, il y a des héroïnes de romans. Ce qui est intéressant finalement, c'est de montrer une vision très globale de ce qu'est l'héroïne romantique. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, merci pour votre question. Évidemment, il y a quand même quelque chose qui ressort, qui est un féminin sacrifié, oui, parce que c'est quand même une exposition qui questionne une forme de représentation du féminin. On a eu beaucoup d'expositions autour des femmes artistes, femmes peintres, voilà. Là, c'est plutôt quels sont les grands traits comme ça de cette représentation du féminin, et c'est effectivement un féminin sacrifié et majoritairement représenté quand même par des artistes masculins, oui. Il y a une très jolie peinture de Charlotte Corday qui vient d'être arrêtée après avoir assassiné Marat. Est-ce qu'on peut penser qu'Olympe de Gouges, qui appartient à la même époque, aurait pu être représentée comme une héroïne romantique ? Alors,
Autre question extrêmement intéressante. Les héroïnes révolutionnaires sont des héroïnes très ambiguës pour les romantiques, notamment les premiers romantiques, hein, la première génération de romantiques. Charlotte Corday beaucoup plus représentée que Olympe de Gouges. Mais Charlotte Corday, c'est aussi un modèle un peu compliqué parce que finalement, c'est quelqu'un qui a assassiné de sang-froid un député. On a beaucoup commenté à l'époque le geste de Charlotte Corday en disant mais elle est sortie de son sexe, c'est-à-dire ce n'est pas une action féminine. Donc on présente Charlotte Corday dans une salle à part qu'on consacre à la question de la violence féminine et savoir en quoi cette violence pose question et pourquoi elle est si rarement représentée finalement. Et cette violence justement féminine, et c'est comme si elle devait être justifiée par d'autres choses. Et par exemple, Médée, vous parliez de Médée tout à l'heure. Médée, certes, elle agit de manière monstrueuse, hein, puisque c'est une mère qui va tuer ses enfants, mais Delacroix, justement, alors saisit l'instant avant le drame, avant le moment où elle va les tuer, mais c'est Médée furieuse, et cette furie antique, c'est comme si elle dépassait cette violence, comme si ça justifiait aussi un peu la violence. Et de même, Charlotte Corday, le fait qu'on dise qu'elle est sortie de son sexe, c'est comme si finalement la violence féminine n'était pas acceptable, n'était pas consubstantielle au féminin en fait. C'est comme si la violence féminine, il fallait toujours soit la ramener au masculin, soit la ramener à la folie, qui excuse ou en tout cas qui permettent d'accepter cette violence, mais qui ne peut pas être liée au genre féminin. Et ça, c'est ce qu'on a constaté en tout cas dans les représentations, ou surtout dans l'absence de représentation de femmes représentées en tant que femmes agissantes de manière forte ou de manière ferme, à part quelques exceptions. Mais finalement, cette exposition, c'est bien sûr, on représente un certain modèle, un modèle quand même qui est plutôt sacrifié, comme le disait Élodie, et je dirais en négatif, on voit aussi ce qui n'émerge pas. Or, à cette période quand même, au XIXe siècle, bien sûr, ce modèle sacrifié dit quelque chose de la place de la femme dans la société française, une place amoindrie, mais il ne faudrait pas oublier aussi d'autres modèles du féminin, qui sont peu nombreuses peut-être, mais qui quand même existent, des femmes qui écrivent, des femmes qui voyagent, des femmes qui sont journalistes, et ça c'est ce qu'on a voulu aussi montrer dans le catalogue, mais en tout cas il n'y a pas d'image forcément de ces femmes, et donc cette exposition parle aussi, et donc à travers justement cette violence, parle aussi en négatif des absentes, de l'absence de certains modèles féminins. Les héroïnes mises en scène permettent de montrer également la mise en exergue de ces valeurs qui sont apposées aux femmes, aux héroïnes romantiques, notamment à travers l'invention du tutu à ce moment-là et de la pointe qui permettent de mettre en valeur la légèreté, l'élégance, la grâce. Bien sûr. Oui, on a beaucoup questionné les représentations de ces sylphides particulièrement. Il y a eu un ballet qui a été créé en 1831 par Filippo Taglioni qui s'appelle La Sylphide. Il met en scène sa fille Marie Taglioni qui est une grande danseuse et c'est vraiment grâce à son interprétation que se crée un style de danse qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui dans certains ballets avec une danseuse extrêmement aérienne, très légère, qui n'a presque plus de pesanteur terrestre, qui est habillée avec un tutu, avec des pointes aussi. La danse sur pointe se généralise à ce moment, première moitié du 19e siècle, et qui en fait s'échappe vers l'immatérialité quasiment. Et c'est des choses qu'on retrouve pas seulement d'ailleurs dans la danse, finalement en représentant ces femmes toujours de manière très, très pâle, elles sont toujours très pâles, très, très évanescentes en fait d'une certaine manière, cette notion d'immatérialité, de grâce absolue, elle est assez présente dans les représentations des œuvres qu'on expose au musée. L'héroïne romantique, finalement, c'est celle qui est tiraillée, qui est prise dans un étau entre l'ordre social, le patriarcat, et la religion. Alors, je ne sais pas si c'est la femme romantique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une époque, le début du 19e siècle, où il y a une crispation quand même, un peu un retour en arrière en termes d'avancée des droits pour les femmes. On est juste après la Révolution française, on est en 1804, le Code civil napoléonien. Bon, voilà, pour ceux qui auraient envie de le relire, c'est quand même assez costaud. Et donc, effectivement, c'est une époque où les normes sociales qui pèsent sur les femmes sont quand même
même assez importante, hein, que ce soit l'Église, la religion, mais aussi la famille, le Le mariage, mariage. Mhm. voilà. Et dans le même temps, eh bien, il y a ce mouvement romantique qui exalte les passions du cœur. Et donc, il y a ce tiraillement quand même très fort entre, d'un côté, la société, les attentes de la société, puis de l'autre, eh bien, le cœur, ce que dit le cœur, ce que veut profondément le cœur. Et les héroïnes qu'on expose, leur récit, c'est souvent d'avoir voulu vivre une passion et d'être un peu rattrapées finalement par la société qui les gouverne. Et c'est vrai que cette notion du sentiment, du cœur, comme tu dis, elle est très importante et je dirais que c'est un petit peu un deuxième point, un deuxième fil conducteur aussi avec le drame qui peut animer cette exposition parce que, et c'est complètement romantique comme inspiration, puisque les romantiques ont vraiment mis au centre de leurs inspirations le sentiment, qu'il soit d'ailleurs féminin ou autre, le sentiment a vraiment guidé l'inspiration. On a parfois coutume d'opposer un peu les néoclassiques avec les romantiques, justement parce que les romantiques vont mettre au cœur de leur inspiration, au cœur de leurs œuvres, qu'elles soient littéraires, musicales ou picturales, eh bien le sentiment, c'est-à-dire ils vont centrer le récit sur le sentiment personnel Ouais. du héros aussi, ou de l'héroïne. Et donc là, nos héroïnes romantiques, évidemment, elles incarnent justement ces sentiments passionnels, sentiments de tension aussi, entre justement ce que vous disiez, l'ordre social, le mariage, la passion, et puis leurs idéaux qui sont très forts. Donc le sentiment et le drame, c'est vraiment un peu, je dirais, les deux ressorts du récit de l'héroïne, tel qu'en tout cas on le représente dans notre exposition. Il y a un personnage peut-être qui sort un peu du lot, c'est Mary Stuart, parce qu'elle n'est pas seulement aux prises avec un amour incontrôlé, incontrôlable, mais aussi par rapport au démêlé autour du pouvoir, ce qui précipitera sa chute. En quoi est-ce qu'elle se distingue? Alors, c'est aussi la sélection des œuvres que l'on a faites, mais je pense aussi que c'est quand même vraiment lié au fait qu'elle soit une reine et elle a un rang à tenir d'une certaine manière, et sa vie aussi de femme de pouvoir, parce que le pouvoir est aussi un ressort du récit romantique, et le pouvoir qu'elle a exercé a pu inspirer les artistes. Il y avait beaucoup de choses à dire, à représenter. Et puis ça permet aussi toute une veine de la peinture de cette époque-là, la veine historiciste, où on parle de peinture de style troubadour, qui représente d'un point de vue assez documenté une époque, et notamment l'époque médiévale, l'époque de la Renaissance. Et les tableaux qu'on présente s'inspirent beaucoup de cette veine-là, de cette veine historiciste, où les romantiques vont se plaire à représenter ce passé. Et l'aspect justement royal du pouvoir de Mary Stuart s'inscrit vraiment là-dedans, et l'artiste par exemple de Veria qui représente sa sentence va vraiment, on voit vraiment tous les ingrédients, je dirais, de ce contexte de la Renaissance, avec un décor architecturé, et c'est un tableau qui va plaire aussi pour ses aspects historiques. Et Victor Hugo, qui louera vraiment les qualités historiques, esthétiques de ce tableau quand il sera présenté au Salon de 1827, insistera sur ce point-là. Donc je pense que c'est la mort. Il Et n'y a c'est pas la l'amour, mort. mais c'est quand même Oui, la mort. exactement. Cette pauvre Mary Stuart, Oui. représentée comme ça sur sa croix, toute vêtue de noir. Elle vient d'apprendre qu'elle est condamnée à mort après avoir passé 18 ans, c'est ça, 18 ans en prison. Oui. Elle est courbée, elle regarde sa croix. Bon, on n'est pas non plus dans des représentations. Voilà, c'est l'amour, la mort. Enfin, vous voyez, on ne sort pas, moi, il me semble, complètement de la représentation de l'héroïne romantique. Mary Stuart a inspiré beaucoup d'artistes. Enfin, nous, on représente quelques œuvres, bien sûr, mais c'est vraiment, ça fait partie avec, par exemple, Jeanne d'Arc, des modèles qui ont vraiment inspiré des peintres, des dessinateurs, des auteurs de théâtre aussi. Elle a été mise en scène, des photographes. On expose aussi, et ça c'est un peu plus rare, notamment une photographie de Julia Cameron, qui est une grande photographe portraitiste du 19e siècle, et qui s'inspire, évidemment c'est une reconstitution, mais qui utilise un modèle de son entourage, une femme, pour faire une composition à la manière de Mary Stuart. Et ça c'est intéressant parce que déjà la photographie, alors est un peu plus tardive que l'époque romantique, mais qui montre vraiment justement la postérité, l'importance de ce modèle chez des artistes très diverses, et montre aussi justement la foi religieuse aussi, parce qu'elle est représentée avec son chapelet sur cette photographie, et l'importance de la religion aussi. On en parlait tout à l'heure, la femme qui est vraiment guidée par
par des faits comme ça historiques, enfin des faits sociaux importants comme le mariage, la religion. Marie Stuart incarne cela aussi, c'est les devoirs d'une reine. C'est vrai qu'il y a une forme de solitude ça peut être un invariant de la représentation. Et la solitude, elle se retrouve à différents âges de la vie. Souvent jeune fille, enfin la jeune fille qui ne dépend ni de son père ni de son mari, enfin en tout cas la jeune fille, enfin et la veuve. Et donc pour les jeunes filles on a Héloïse, on a Juliette, on a Desdémone, et en veuve, eh bien on a Marie Stuart. Et c'est vrai que la solitude est alors peut-être je dirais plus la solitude que l'isolement, mais la solitude est vraiment un invariant de la représentation, tout à fait. Même si elles sont parfois représentées évidemment avec leurs amants, ou leur mari. Mais la solitude de l'héroïne, c'est aussi l'héroïne confrontée en fait à son destin, en fait, un destin qui la dépasse d'une certaine manière, qu'elle veut vivre aussi. L'héroïne, je pense en tout cas que l'héroïne romantique n'est pas que passive, mais elle vit un destin qui est fort, et elle est, c'est vrai, souvent seule face à ce destin. Est-ce qu'on peut penser que c'est une manière d'atteindre le sublime prôné par les romantiques ? D'une certaine manière, puisqu'elles meurent, elles atteignent déjà une forme j'allais dire puisqu'elles meurent, elles atteignent une forme d'immortalité, mais en fait c'est un paradoxe qui est quand même assez exact, puisqu'elles meurent très jeunes comme ça dans le plus grand désespoir, mais aussi dans la plus grande beauté, hein, puisque ce sont des morts, ce sont des femmes. Je ne sais pas si vous avez en tête l'affiche, mais alors notre Ophélie, peinte par Léopold Burteux, elle est extrêmement belle, hein, saisie comme ça dans la mort, mais aussi dans une beauté qui n'a vocation à s'arrêter jamais, qui ne s'arrêtera jamais, et du coup ça la rend immortelle. Une des grandes personnalités de ce siècle, c'est Rachel peut-être, celle qui représente Phèdre, qui est à la Comédie Française, qui joue à la Comédie Française, et souvent elle prête ses traits aux représentations de l'héroïne. Parce que c'est une manière de dire que l'héroïne est immortelle, qu'elle est à la fois dans son siècle et au-delà. Il y a un phénomène qui est assez nouveau dans ce 19e siècle, naissant, arrivant, c'est l'incarnation de ces héroïnes par des actrices, par des danseuses, par des chanteuses lyriques. Et elles sont, et ce qui est nouveau, c'est qu'elles sont représentées, ces nouvelles divas, ces icônes du théâtre, de la danse, de l'opéra, ces stars, eh bien elles sont représentées dans leur rôle. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'il y a comme une forme d'identification qui est faite entre le rôle de l'héroïne et l'actrice ou la danseuse ou la chanteuse qui va l'incarner. Donc c'est vrai que ça, cette identification, elle est très forte, et elle entraîne, elle suscite de nombreux tableaux, de nombreux objets d'art aussi, mettant en scène en fait ces icônes du monde du spectacle qui incarnent ces héroïnes. Donc évidemment, même par rapport à des tableaux ou à des romans qui certes, on a parlé de l'épanouissement du roman, mais qui n'est quand même pas forcément très très partagé par beaucoup de monde, alors que le monde du spectacle permet quand même une grande diffusion en fait de ces modèles héroïques, puisque le théâtre était très fréquenté, l'opéra aussi. C'est des loisirs relativement populaires, enfin des formes de spectacles relativement populaires, et donc qui permettaient, même ne serait-ce que par la diffusion des programmes, des feuillets qui faisaient la publicité de ces spectacles, eh bien, permet de diffuser aussi ces modèles héroïques. Donc il y a une plus grande audience permise par ce monde de la scène. Nous vous invitons nombreux à venir voir cette exposition. Ça permet vraiment de donner un regard assez singulier sur le mouvement romantique à travers un modèle féminin que l'on voit finalement assez peu quand on s'intéresse au romantisme. Et donc là, c'est vraiment une belle mise en spectacle, je dirais, de tous ces modèles héroïques féminins, et qui permettent aussi de s'interroger sur la représentation de la femme à une époque où on voit davantage la femme en portrait bourgeois ou en muse ou en femme artiste depuis quelques années, mais là c'est vraiment un autre regard porté sur ces arts romantiques. L'exposition sera ouverte tout l'été puisqu'elle s'achève le 4 septembre, et donc on vous attend très nombreuses et nombreux.